Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'être en compagnie de Dakaractu. Aujourd'hui, nous recevons le ministre Seydou Gueye, ministre auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté d'être face à Dakaractu. Merci beaucoup, Mustapha. Alors, d'emblée, nous allons rebondir sur l'actualité très chaude. C'est le fait que Nafi Ngom Keïta n'ait pas été reconduite à la tête de l'OFNAC après son mandat. Beaucoup de Sénégalais pensent que c'est quelqu'un qui a fini de faire du bon travail. Oui, elle a fait son travail conformément au thème de référence de sa mission, puisque vous le savez, le président Macky Sall a une détermination dans son combat pour la bonne gouvernance. Mais au regard du passé, justement, cette lutte pour la bonne gouvernance et la transparence est passée par plusieurs péripéties. Il s'est agi de la traque aux biens mal acquis, mais il s'est surtout agi de donner aux Sénégalais qui sont en position de responsabilité les moyens d'intégrer les valeurs de bonne gouvernance en rendant des comptes. Et donc l'OFNAC a fait un travail d'inspection, un travail d'audit auprès de structures qui sont en charge de gestion de deniers publics. Elle a été nommée le 25 juillet 2013. Le vice-président de l'OFNAC a été nommé le 10 octobre 2013. Et les autres membres qui composent cette institution ont été nommés au 31 décembre de la même année. Et l'article 5 de la loi portant création de l'OFNAC précise bien que la durée du mandat est de 3 ans, renouvelable une fois. Il est également précisé dans le cadre de cet article que les membres de l'OFNAC, pour le renouvellement les concernant, sera effectué une fois tous les 3 ans pour moitié. Ce qui veut dire que le terme de son mandat, c'est le 25 juillet 2016. Donc, à la date du 25 juillet, elle a bouclé 3 ans de mandat à la tête de l'OFNAC. Nous avons appris par les enseignements reçus à l'université, notamment le professeur Jacques-Mariel Zouanke, que je salue, qui a formé beaucoup de Sénégalais en la matière, que pour les actes administratifs, ils sont d'effet immédiat, sauf disposition contraire. Donc, si le mandat est de 3 ans, le terme du mandat est à la date du 3e anniversaire. Donc ça, c'est clair, incontestable. Maintenant, ce principe fondateur du droit qui stipule que les actes administratifs sont d'effet immédiat ne souffre d'exception que lorsque la loi le dit expressément. Et la formule « sauf disposition contraire » est utilisée dans ce cas de figure. Et nous avons connu dans le passé une situation analogue. Il s'agit de la nomination de feu Mireille Ndiaye comme présidente du Conseil constitutionnel, puisqu'elle a été nommée par un décret du 8 septembre 2004, avec prise d'effet au 18 juin 2004, donc 3 mois en arrière. Mais quand elle est arrivée au terme de son mandat, on n'a pas considéré la date du 8 septembre, mais on a considéré la date du 18 juin 2010, ce qui faisait 6 ans, et elle a été remplacée. Pour revenir spécifiquement sur le cas de Nafi Ngom Keïta, et le président de l'OFNAC, dès lors qu'elle a été nommée, elle a acquis la qualité de président de l'OFNAC et elle répondait de cette qualité, ce qui lui a permis justement d'exercer en prenant des actes administratifs, louant des locaux, signant des contrats d'embauche et décidant. Même si sa prestation de serment a été différée, donc de façon claire, la date de nomination, c'est le 25 juillet. Le terme du mandat, c'est le 25 juillet, 3 ans après. Autrement dit, vous ne partagez pas l'avis du professeur Zouanke sur cette question? Non, je ne le partage pas, d'autant que le professeur Zouanke est par ailleurs conseiller spécial de Mme Nafi Ngom. D'accord. Alors, toujours par rapport à cette question, généralement, même en football, monsieur le ministre, on ne change pas un capitaine qui est bon.
Alors la question qu'on se pose, que les Sénégalais se posent, pourquoi est-ce que Nafi Ngom Keïta n'a pas été reconduite, sachant que son travail, comme vous le dites, a été bon? Mais pourquoi les Sénégalais ne peuvent-ils pas considérer qu'en l'espèce, on a parlé du mandat renouvelable? Il n'est fait aucune obligation au président de la République qui, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu par la Constitution, de nommer aux emplois civils et militaires, mais il a respecté la légalité, d'autant qu'il n'a pas l'obligation de motiver l'acte qu'il prend en l'espèce, sauf à respecter ce qui est du domaine de la compétence liée, puisque la loi dit clairement que ne peuvent être nommés que des magistrats ou des fonctionnaires de tel rang. Donc ça, c'est la compétence liée. Et il y a une dimension maintenant du pouvoir qui s'appelle la compétence discrétionnaire, et ce sont les deux qui font le pouvoir de nomination. Mais la Constitution le reconnaît au président de la République. Le président de la République fait sa propre évaluation, renouvelle sa confiance ou la retire ou met un terme. Donc la question qui se pose n'est pas l'obligation qui pourrait être faite au président de la République de reconduire, puisqu'il n'y a pas d'automaticité en la matière. Et quand vous sondez les institutions de la République, que ce soit pour le Conseil constitutionnel, pour la Cour suprême ou pour d'autres institutions, le mandat est un mandat unique. Il n'y a que dans le cas d'espèce de l'OFNAC qu'il y a la possibilité du renouvellement. Alors, Monsieur le ministre, que diriez-vous à ces Sénégalais qui continuent de soutenir Mordicus que dans cette non-reconduction de Nafi Ngom Keïta, il y a des considérations politiques? Elle n'a pas été tendre avec certains directeurs qui appartiennent à votre parti dans l'affaire Petrotim et s'est engagée à ouvrir une enquête. Elle a aussi demandé la défenestration du directeur du COUD par rapport à ces considérations. Mais est-ce qu'il est du ressort du président de l'OFNAC de demander la mise, de mettre fin au contrat de quelqu'un? Je ne pense pas qu'au regard de ce qui constitue les attributions de l'OFNAC, que ce soit cela. La deuxième information que je donne aux Sénégalais, c'est d'être rassurés. Ce combat pour la bonne gouvernance, la transparence, est un combat que porte farouchement le président Macky Sall. Et ce n'est pas parce que Mme Nafi Ngom Keïta n'est plus à la tête de cette organisation que le travail ne se poursuit pas. Au contraire, je pense qu'avec la nomination de Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté, nous avons un profil qui pourrait rassurer, puisque habitué à l'investigation, puisqu'il a été doyen des juges, habitué au respect des prescriptions légales en matière d'obligation de réserve, et ne cherchant pas à faire le buzz pour implanter une formule aujourd'hui très connue, puisque je pense qu'en matière de lutte contre la corruption ou de promotion de la bonne gouvernance, ce qui est le plus spectaculaire n'est pas forcément le plus significatif. D'accord. Nous allons parler un peu du Conseil des ministres décentralisés. Récemment, il y a quelques jours, le chef de l'État a annoncé une somme astronomique de 1800 milliards de francs CFA pour la banlieue. L'opposition a crié au scandale, croyant que vous n'avez pas les moyens. Quelles sont les garanties que vous donnez? Alors, je vais peut-être corriger, puisqu'il faut qu'on s'habitue. Il ne s'agit pas d'un conseil décentralisé, mais il s'agit d'un conseil délocalisé. C'est le lieu qui change, mais on ne donne pas une compétence aux collectivités locales pour faire le conseil en lieu et place du pouvoir central. C'est le pouvoir central qui vient faire le conseil. Oui, le conseil de Dakar boucle un cycle de 14 conseils délocalisés. Et le format des conseils délocalisés, c'est trois choses. C'est d'abord un conseil interministériel de développement qui fait se rencontrer le gouvernement du Sénégal conduit par le Premier ministre et les forces vives de la région visitée. Le deuxième temps est la validation du projet d'investissement discuté de façon consensuelle entre les forces vives de la région et le ministère de l'économie et des finances, puisque en l'espèce, il s'agit pour la région d'élaborer avec l'appui de l'ARD un programme de développement et une planification des investissements nécessaires à ce développement. Dans le Conseil interministériel de développement, il y a des échanges avec ce qui est le programme triennal d'investissement public, c'est-à-dire document budgétaire qui regroupe les engagements de l'État
sur une période de 3 ans. Et dans le cas d'espèce, il s'agit du PTIP 2016-2018. Et le troisième temps, après validation de ça, en Conseil des ministres, ce sont les tournées économiques qui permettent au président de la République de se rendre compte de l'état d'avancement des projets initiés dans la région ou d'en inaugurer ou d'en lancer d'autres. Mais en tout cas, c'est un moment fort. Première perspective à ajuster, les 1800 milliards ne sont pas pour la banlieue, c'est pour la région de Dakar. Où, au sortir maintenant des échanges, la région de Dakar a montré toutes ses difficultés liées à l'occupation anarchique de l'espace, au chômage des jeunes, aux problèmes d'encombrement, de sécurité, d'assainissement, d'inondation, de transport, d'infrastructures et de services sociaux de base. Et l'orientation du gouvernement, c'était de valider les 4 ou 5 principes directeurs qui structurent tous les projets de la région, puisque les projets de la région sont distribués de la façon suivante. Certains portent sur le renforcement des systèmes de préservation de l'environnement et de gestion des déchets, avec tous les programmes relatifs au littoral, au traitement des déchets, l'amélioration du cadre de vie et du développement humain, la valorisation du potentiel économique de la région. C'est pour cette raison-là que la zone maraîchère de Dakar, qui est réputée être la meilleure zone maraîchère du Sénégal, voire de l'Afrique, a été préservée. Et enfin, le renforcement de la gouvernance locale. Au sortir de la présentation des projets, la région de Dakar avait un volume de financement d'à peu près 823 milliards, dont 460 étaient déjà consignés dans le programme triennal d'investissement public. À l'occasion du Conseil des ministres, le président de la République a jugé utile et pertinent de rajouter à cette somme tous les projets qui sont en cours d'exécution ou qui sont programmés, mais des projets de portée ou d'envergure nationale. Je donne un exemple. On a intégré dans ce volume de financement planifié pour le développement de la région de Dakar un projet tel que le train express régional avec ses 16 gares et son système de 450 bus diffuseurs qui devront permettre à la descente du train de rallier certaines localités de la banlieue. C'est important. C'est important également d'intégrer dans ce projet de planification des investissements de Dakar tout ce qui est en cours au niveau du pôle urbain de Diamniadio. Je donne un exemple, l'hôtel 5 étoiles, le marché d'intérêt national ou d'autres projets, sans tenir compte maintenant des projets de mise à niveau, par exemple, la reconstruction du canal de du canal de Rufisque. Donc on a agrégé au projet de Dakar d'autres projets d'envergure nationale. Parce que quand on travaillera sur le deuxième projet de Keur Momar Sarr, qui devra renforcer notre offre en matière d'eau potable, mais ça traversera tout Dakar. Donc ce sont des projets qui impacteront le développement de Dakar. D'accord. Monsieur le ministre, les 1800 milliards, d'où est-ce que vous allez les tirer? Où est-ce que vous allez obtenir ça? Mais déjà, sur les 1800 milliards, il n'y a que 126 milliards à rechercher. Autrement dit, le cumul des projets de la région, dont 460 sont déjà dans le PTIP, la programmation des projets d'envergure nationale dont les financements sont acquis et mobilisés, nous permet d'y arriver. Ce qui devrait nous prouver ou nous permettre de comprendre que c'est possible, c'est d'abord le niveau de réalisation dans les différentes régions. Mais c'est surtout le niveau de notre budget. Parce que quand vous prenez le cumul, nous sommes à peu près à 6 000 et quelques milliards sur les 14 régions. Et la planification porte sur une période de temps de 3 ans. Et le budget du Sénégal, il a enjambé les 3 000 milliards. Nous sommes à plus de 3 000 milliards. Quand vous faites le cumul de 3 budgets, vous avez une fois et demi le montant de ces investissements. Et quand vous êtes un pays qui s'appelle le Sénégal, où sur la base de votre croissance en 2015, vous êtes la 3e économie africaine la plus rapide en termes de croissance. Vous êtes la 10e économie mondiale en termes de croissance. Vous avez, après la revue de l'ISPE, l'initiative de soutien à la politique économique, qui est notre cadre contractuel avec le FMI,
vous avez maintenant votre endettement qui est déplafonné. Vous avez une qualité de signature et vous avez une attractivité renforcée. Les projets de Dakar ont pour vocation de faire justement des villes de la banlieue des zones d'attractivité renforcée pour que Dakar joue sa véritable fonction de métropole en permettant à ces localités d'absorber l'offre infrastructurelle nouvelle et de jouer le relais avec les infrastructures au niveau de Dakar, capitale en termes de département. Donc il n'y a pas de doute sur les capacités à le mobiliser. La qualité de signature du Sénégal le permet, le cadrage macroéconomique et sa stabilité le permettent, et l'endettement du Sénégal le permet, puisque ce sont des projets destinés à renforcer l'attractivité, à renforcer les capacités productives, à améliorer justement l'environnement, le cadre de vie, et c'est cela qui va rendre encore plus attractif la région de Dakar. Alors, parmi les réalisations phares du président de la République, l'échangeur de l'émergence qu'il a inauguré samedi dernier. Là et maintenant, vous passez, vous verrez des ouvriers en train de travailler. On dirait que l'ouvrage n'était pas encore fini dans sa réalisation. Mais pour ceux qui sont habitués à des chantiers de cet ordre, il y a deux niveaux. Il y a d'abord le premier temps, qui est le temps de la réception de l'ouvrage. Vous l'avez vu, c'est fonctionnel. Mais il y a ensuite le parfait achèvement, puisqu'il y a des choses à côté qu'il faut achever, puisque c'est de l'ordre de l'embellissement. Et même en matière d'assurance, vous avez une garantie de livraison et une garantie de parfait achèvement. Ce qui importe, c'est qu'au moins les automobilistes, les riverains, les usagers sont soulagés puisque ne sont plus confrontés aux embouteillages et aux inconforts liés à l'état du chantier, qui est une vraie performance en soi, d'abord au regard de la génération de l'ouvrage, mais une vraie performance au regard également du temps qui a été mis pour réaliser l'ouvrage. Et nous sommes sur ces bases-là, puisque c'est de même nature et de même portée que le centre de conférence Abdou Diouf à Diamniadio, qui a été réalisé date à date sur une période d'à peu près inférieure à 1 an et demi. Pourquoi aucun maire n'a été associé dans la préparation des conseils des ministres? Oh, vous faites erreur, cher ami. Puisque la tradition, c'est justement, sous la coordination du gouverneur de région, d'engager toutes les collectivités locales. C'est comme ça que ça se passe. Puisque quand il s'agit de projets qui s'exécutent dans les communes, le maire a voix au chapitre. Et à l'occasion du conseil interministériel délocalisé, les maires étaient bien présents. En l'occurrence, le maire de Dakar, M. Khalifa Sall, que je salue au passage, était à côté de ses homologues des autres villes et départements. Alors, autrement dit, ce sont peut-être les maires du PDS qui n'ont pas été associés. Le maire de Pikine Guinaoura et de Wakhinane Nimzatt ont formellement dit qu'ils n'ont jamais été associés. Non, dans le travail préparatoire, les maires sont partie prenante puisqu'il s'agit de leur projet. Dans la mise en œuvre maintenant du Conseil interministériel de développement présidé par le Premier ministre, les maires étaient présents dans la salle. Dans le cadre du Conseil des ministres, mais les maires n'ont pas la qualité pour siéger au Conseil des ministres. D'accord. Dernière question par rapport au Conseil des ministres, Monsieur le ministre. Tout a été solennel depuis le début. L'autre jour, samedi, le président de la République a émis un discours très politique. Qu'est-ce qui a justifié cela? Non, il a parlé avec le ton qui correspondait à la circonstance. Je vois que ça a le don d'exciter, pour ne pas dire énerver, certains amis, mais c'est gentil. Alors parlons un peu des personnes handicapées qui sont en prison. Il y en a 7, si je ne m'abuse. C'est un peu paradoxal, le chef de l'État qui a été très courtois par rapport aux personnes défavorisées, aujourd'hui, il met en prison cette personne. Le chef de l'État ne met pas en prison. C'est le juge d'instruction ou le procureur qui ont cette capacité à décerner ou des mandats de dépôt ou des décisions qui ont pour portée de maintenir certains concitoyens qui ont maille à partir avec la justice. Avoir maille à partir avec la justice, c'est ou bien commettre un délit,
ou ne pas respecter une prescription légale. Vous trouvez qu'une personne handicapée, sa place est en prison? Pour moi, une personne handicapée est d'abord et avant tout une personne. Maintenant, au regard des handicaps, la solidarité fonctionne à toute puissance. Non, je crois que le problème qui est en cause, ce n'est pas leur qualité ou leur statut. C'est par rapport à un principe d'interdiction de la mendicité sur la voie publique. Alors, vous irez jusqu'au bout? Sur quoi? Sur l'introduction de la mendicité, naturellement, sur aussi les décisions qui ont été prises à rafler les jeunes talibés. Mais il y a une volonté politique forte, exprimée par le chef de l'État et mise en œuvre par le gouvernement, de retirer de la rue les enfants qui n'ont rien à y faire, exposés à tous les risques et à tous les périls. Je pense qu'on peut être enfant des Dara sans être dans la précarité, être mal vêtu, mal nourri, mal soigné. Ça ne nous semble pas être les bonnes conditions d'apprentissage du Coran. Donc, le projet de retirer les enfants de la rue ne concerne pas les Dara. Le projet concerne la protection qu'il faut donner à nos enfants par rapport à ceux qui les exploitent dans la rue. Ça, c'est clair et il faut que l'on le comprenne de cette façon. Le président Macky Sall ne peut pas être un adversaire de l'enseignement coranique, ne peut pas être un adversaire des Dara, encore moins des cités religieuses, au regard de son engagement et des actions qu'il fait au profit. Alors, la question qui se pose en termes de continuité de l'action, oui, nous allons être encore plus déterminés. Oui, nous allons apporter l'humanisme nécessaire à cela dans le traitement, puisqu'il sera question, après avoir identifié les Dara concernés, d'apporter l'appui de la solidarité nationale au titre des denrées qui pourraient leur être procurées, mais également de voir les mécanismes par lesquels la couverture maladie universelle peut les concerner. Même s'il est vrai que la disposition de la gratuité ne concerne que les moins de 5 ans, mais au-delà de 5 ans et jusqu'à 60 ans, il y a une possibilité d'avoir des mutuelles qui permettent une bonne prise en charge au niveau médical et sanitaire. C'est ça l'option du gouvernement, c'est ça l'engagement du gouvernement. Le président de la République est déterminé à aller jusqu'au bout, puisque cette question nous interpelle. Il s'agit d'aller dans une modernité humaine, et on ne peut pas construire la modernité du Sénégal en voyant et en regardant nos enfants souffrir et être malmenés dans la rue. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable. Et c'est une décision propre de l'État du Sénégal, comme dit l'opposition. Peut-être qu'il y a les bailleurs qui vous forcent un peu à aller dans ce sens. Mais notre rapport avec les bailleurs est un rapport de partenaires. Les bailleurs ne définissent pas notre politique, ils nous accompagnent dans la politique que nous avons définie. Même si c'était les bailleurs qui avaient donné cette orientation, il nous revient au titre de notre propre responsabilité, puisqu'il s'agit de nos enfants, il ne s'agit pas des enfants des bailleurs, d'être fermes sur cette question. Ça, c'est nous faire un mauvais procès que de le faire. Notre détermination, elle est intacte, pleine et entière, pour donner aux Dara les moyens de l'excellence. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre le programme de modernisation des 64 Dara qui est en cours et qui devrait permettre justement d'expérimenter de nouvelles modalités d'apprentissage qui intègrent dès l'apprentissage justement l'insertion professionnelle. Voilà. Nous glissons un peu vers l'école française. Monsieur le ministre, les résultats ont été catastrophiques pour le BFM. Quel commentaire faites-vous par rapport à ça? Je pense que nous avons un bail avec ce cycle de résultats inquiétants, puisque c'est le produit d'un système qui a été marqué au milieu des années 2000 par certains faits incontestables. Quand vous définissez une politique éducative, vous avez des leviers d'action. L'un des principaux, c'est la fourniture de manuels scolaires. Et nous savons tous que entre 2000 et 2012, 2003, 2004, 2012, il n'y a pas eu de manuel scolaire distribué dans les établissements. Deuxième levier pour définir votre politique éducative, ce sont les ressources humaines. Et nous savons tous que sur cette période-là, les enseignants ont été recrutés à des niveaux BFM pour être instituteur ou baccalauréat pour être professeur et sans formation ont pris en charge les élèves dans les classes. Donc ça, ce n'est pas pour
des résultats excellents. Donc ce n'est pas une fuite de responsabilité, mais quand vous voyez des élèves qui arrivent au bac, ça veut dire qu'ils ont fait un cycle de 13 ans. Et l'équipe du président Macky Sall n'est au pouvoir que depuis 4 ans. 4 ans durant lesquels, justement, on a modifié ces paramètres de la stratégie éducative. Puisque, avec l'arrivée du président Macky Sall, on a renoué avec les manuels scolaires qui ont été distribués à plus de 2 millions entre 2012 et aujourd'hui. On a relevé le niveau de formation et de recrutement des enseignants. C'est le bac plus de la formation avant de prendre en charge des élèves dans une classe. C'est la licence plus une formation avant de prendre des élèves dans le cadre du lycée ou du collège. Donc c'est avec ça que nous allons inverser la tendance. Maintenant, il faudrait en plus travailler à résorber toutes les sources potentielles de conflits dans le secteur de l'éducation qui, je le rappelle, est un secteur qui absorbe énormément de ressources parce que je crois que cumuler l'enseignement supérieur et l'éducation nationale absorbent plus du tiers de nos recettes. Et pour l'année scolaire prochaine, est-ce que les Sénégalais peuvent s'attendre à, disons, à une année sans grève? Mais c'est ça l'objectif du président Macky Sall et c'est d'ailleurs la raison d'être du pacte de stabilité sociale pour l'émergence. C'est suspendre le conflit, le temps de construire justement, ensemble, dans un élan collectif, l'avenir que nous avons en commun. Et cet avenir concerne nos enfants. Il concerne également le développement du pays. Je pense que l'État du Sénégal a fait énormément d'efforts en matière de prise en charge justement et il faut qu'on apprécie à sa juste valeur le fait de la régularisation de la situation des volontaires et vacataires qui étaient des situations pendantes depuis les années 90. Et le président Macky Sall a pris la décision de régulariser en prenant même en charge leur cotisation au titre de la retraite. Et ensuite, il y a une programmation des autres aspects de la revendication qui portent pour l'essentiel sur des questions sociales. Et je pense que sur la dernière période, sur les 378 milliards qui étaient consacrés au secteur, plus de 78 milliards étaient destinés à régler les problèmes de revendication sociale. C'est ça la volonté du président de la République qu'il a indiqué en disant et rappelant avec force que dans le cas d'espèces, la seule limite, ce sont nos capacités budgétaires. Mais en tout cas, quand il a fait le choix d'une société du savoir et de l'excellence, il va sans dire que sa volonté est de donner tous les moyens pour que nos enfants soient bien formés, puisque la compétition qui se joue maintenant et qui se jouera encore plus férocement demain va porter justement sur l'expertise, le savoir et la connaissance. Alors, Monsieur le ministre, il nous reste 5 minutes et 3 questions. La première question, c'est, je rappelle aussi que vous êtes le porte-parole de l'APR. Le meeting du Parti socialiste qui a été interdit, n'est-ce pas là une décision totalement politique du préfet? Non, c'est une décision administrative. Et rien que ça? Administrative. La preuve, ils ont projeté de tenir leur manifestation le week-end prochain, d'après ce que je lis dans la presse. Mais si les conditions le permettent, il n'y a aucune difficulté pour que les Sénégalais s'expriment librement. D'accord. Il y a une question que le député Mamadou Lamine Diallo va déposer par rapport à l'affaire Karim Wade. On dit qu'il voudrait savoir jusqu'à quel degré le Qatar est impliqué dans sa libération. Vous pensez que le Qatar est intervenu quelque part dans cette libération de Karim Wade? Mais je ne vais pas anticiper sur la réponse. Le député Mamadou Lamine Diallo est à sa place et dans son rôle. S'il interpelle le gouvernement sur la question, le gouvernement viendra présenter la réponse devant la représentation nationale. Voilà, dernière question. Il serait en train de se préparer pour construire une pyramide de 100 milliards, le président Macky Sall, est-ce vrai? Totalement faux. Les projets du gouvernement du Sénégal, du gouvernement de Macky Sall, portent sur le renforcement de nos capacités productives pour créer davantage de richesses et de croissance. Ils portent sur la lutte contre les inégalités, les injustices sociales et le développement d'une croissance inclusive. Ils portent sur la promotion de la gouvernance de la paix et de la sécurité. Donc, hors des projets du président Macky Sall, tous ces avatars de statut, non. Le gouvernement de Macky Sall est un gouvernement sérieux qui ne peut pas jouer à investir
100 milliards pour de l'embellissement, alors que le temps est à la nécessité. Un gouvernement sérieux ne construit pas de pyramide. Il peut construire une pyramide. Il peut construire une pyramide, mais au regard de nos priorités et de nos urgences. Il est plus pertinent et opportun de renforcer les capacités de notre programme d'autosuffisance en riz, qui, une fois les objectifs atteints, devra nous permettre de ne plus importer du riz à hauteur de 200 milliards tous les ans. Il s'agit de faire proliférer les centres de formation ou les instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Il s'agit de consolider et de conforter la vocation de la région de Dakar. Il s'agit de mettre des moyens sur le programme d'urgence de développement communautaire qui permettra aux Sénégalais d'avoir accès à l'électricité, à l'eau potable. Il s'agit de mettre davantage de ressources dans le programme Promoville qui devra permettre une mise à niveau des villes avec un cœur de centre-ville tel que nous voulons le faire à l'intérieur du pays, mais également à Pikine avec un hôtel de ville, avec un hôtel de police, des commissariats. Nous mettons les ressources disponibles au profit des Sénégalais. Et la dernière illustration, c'est le saut quantitatif qui a été fait en matière de proportion de nos ressources affectées au budget consolidé d'investissement, qui est la collecte de la totalité de nos ressources orientées vers l'investissement, c'est-à-dire ce qui va directement vers les populations. Nous sommes dans ce trend, nous sommes dans cette logique, mais peut-être il pourrait y avoir une pyramide, mais pour l'instant, c'est totalement faux et il n'est pas d'actualité. C'est la fin de cette émission. Monsieur le ministre, un dernier mot? Mais vous remercier et vous encourager à aller de l'avant, puisque Dakaractu fait partie également des sites de référence où on peut s'informer et vérifier la vérité de certaines informations au regard de la qualité des investigations auxquelles vous procédez avant de donner une information. Merci, monsieur le ministre. Dakaractu vous donne rendez-vous d'en face à Dakaractu la prochaine fois.